Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. Vous écoutez le 10e épisode de la 4e saison du talk show du trail et de l'ultra trail. Je suis Nicolas Fréré du média journalistique Distance Plus. Cette émission qui s'annonce encore très riche vous est proposée exceptionnellement en 2 parties que vous pourrez toutefois écouter d'une traite. Il sera beaucoup question de la Hard Rock 100 au Colorado et des championnats de France de trail à Val d'Isère en Savoie, 2 événements où Distance Plus était présent. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréré. Au sommaire de ce 72e épisode de la bande AD+, le docu-reportage sur l'édition 2025 de la Hard Rock 100. Le vétéran de très haut niveau, Ludovic Pommeret, a remporté le mythique 100 miles, qui se court en partie à 4000 mètres d'altitude, pour la 2e année consécutive. Le sens du parcours change chaque année. Ludo Pommeret l'a donc gagné dans les 2 sens. Devant cette année le vainqueur de la Diagonale des Fous 2024, Mathieu Blanchard, et le vainqueur du 90 km du Mont Blanc 2023, Germain Grangier. C'est à un exceptionnel triplé français qu'ont assisté les envoyés spéciaux de Distance Plus. Katy Scheid est également entrée dans la légende du trail en devenant la 3e athlète de la planète après Kilian Jornet et Courtney Dauwalter, a gagné les 4 majeurs que sont l'Ultra Trail du Mont Blanc, la Diagonale des Fous, la Western States et donc l'Hard Rock. La Française Manon Board, championne en titre de la Diagonale des Fous, et l'Allemande Katharina Hartmut ont complété le podium. Vous entendrez également le témoignage très complémentaire, mais surtout passionnant, de l'ultra-traileuse française Maria Semerjian, qui est également collaboratrice de Distance Plus. Cela faisait 10 ans que Maria, l'un des plus beaux palmarès de l'ultra-trail féminin français, tentait sa chance à la loterie. Cette année, elle était première sur la liste d'attente, et bien sûr, c'est passé. Elle a d'ailleurs signé un magnifique top 10. Nous reviendrons également sur les championnats de France de trail qui ont été remportés par Benjamin Roubiol et Hilary Gérardi sur le trail long et par Fred Tranchant et Cécile Jarousseau sur le trail court. On a débriefé tout près de la ligne d'arrivée du High Trail Vanoise, l'événement de trail support des France cette année à Val d'Isère, avec les membres de la bande Thomas Laure-Blanchet et Sabine Erström, mais aussi avec l'observateur du trail Fred Bousseau et le pilier de l'équipe de France, Manu Messa. Vous entendrez aussi la recrue de la 4e saison de la bande AD+, Louison Coiffé, qui a été sacré vice-champion de France de trail long et qui a obtenu du même coup son ticket pour les mondiaux. D'ailleurs, la liste des trailers qualifiés pour Canfranc en septembre est maintenant connue, on y reviendra. Au programme également, le ni oui ni non de l'athlète NAC Manon Board en marge de sa Hard Rock. Attention, j'en profite, jusqu'au 31 juillet, vous avez 20% de réduction sur toutes vos commandes sur le site naac.com avec le code LBAD+. L'interview à chaud de Baptiste Chassagne, médaillé de bronze du championnat de France de trail long, qui raconte l'intégralité de sa saison en mots sur le site web de Miles République, la plateforme d'inscription aux courses partenaires de la bande AD+. Le sondage des plus, en partenariat avec Run Motion Coach. On vous a demandé ce que vous pensiez des reportages de Distance Plus et de nos couvertures des grands événements de trail. A priori, vous avez envie que ça continue. Esprit-wise, entre les championnats de France de course en montagne et les championnats de France de trail, j'en ai profité pour partir 3 jours en itinérance en montagne avec mes 2 ados, qui ne sont évidemment pas montagnards. L'expérience a été exceptionnelle. Vous entendrez Claire et Sandrine, gardiennes respectivement du refuge du Fond des Fours et du Prarion dans le parc national de la Vanoise. Enfin, la playlist de la bande AD+, en partenariat avec Shox. J'ai demandé à Marianne Hogan, Blandine Lirondelle, Sabine Erström et Louison Coiffé de nous partager ce qu'ils écoutent en ce moment en courant. À noter qu'avec le code LBAD+, vous avez 10 € de réduction sur tous les casques à conduction osseuse ou aérienne Shox sur le site web de la marque Shox. La bande AD+, est une émission produite par les Productions des Plus avec la complicité de l'excellent Alexandre Ferreira. C'est parti. La bande AD+, présentée par Nicolas Fréré. Et on commence avec l'un des 100 miles les plus prisés au monde, la Hard Rock 100, au départ et à l'arrivée du petit village de Silverton, situé à 2835 mètres d'altitude au Colorado. La Hard Rock, depuis 1992, c'est un ultra-trail de 160 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, scrupuleusement limité à 146 coureurs tirés au sort à la loterie, à quelques athlètes près à la discrétion des organisateurs. Le parcours est redoutable, il est sauvage, tantôt roulant, tantôt
chrono technique, mais surtout il s'effectue en haute altitude, à 3352 mètres en moyenne, avec plusieurs passages à plus de 4000 mètres. Les coureurs traversent de nombreux cours d'eau, c'est un point important, et chaque année, ils changent de sens. L'arrivée est matérialisée par un célèbre rocher avec une tête de mouflon qu'il faut embrasser symboliquement pour arrêter le chrono. Cette année, 8 Français étaient au départ, parmi lesquels le vainqueur sortant Ludovic Pommeret, déjà vainqueur de l'UTMB et de la Diagonale des Fous, Mathieu Blanchard et Manon Board, les vainqueurs de la Diagonale des Fous 2024, ou encore Germain Grangier, vainqueur du 90 km du Mont Blanc 2023. Il y avait également au départ l'Américain Zach Miller et sa compatriote et ultra favorite Katie Schide, qui a déjà 2 victoires à l'UTMB et 1 victoire à la Diagonale des Fous et à la Western States à son palmarès. Distance Plus était sur place et c'est grâce à nos envoyés spéciaux Chloé Robodeau et Julian Claros que nous vous proposons de revivre la course dans ce docu-reportage réalisé par Alexandre Ferreira. C'est la voix de Chloé qui sert de fil rouge à ce document sonore. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, on est à Silverton dans le Colorado pour la Hard Rock. Un petit peu de pluie parce que de temps en temps il pleut. Donc ici on est à 2800 mètres d'altitude et à savoir que pour venir, donc si on vient de Durango, la ville à 1 heure au sud, on passe à 3300 mètres d'altitude. La route monte à cette altitude-là, donc ce qui est quand même, ça permet de situer déjà où on se trouve au niveau de l'altitude. Pour cette 30e édition de la Hard Rock du côté des favoris chez les femmes, on retrouve Katie Schide, évidemment vainqueur de l'UTMB et de la Western 2024 ainsi que de la Diagonale des Fous 2023. On a aussi la Française Manon Board qui ne se considère pas comme une des favorites et qui n'a d'ailleurs pas donné de temps de passage à son crew. Ça va être une vraie aventure pour elle pour son 3e 100 miles. C'est une sacrée paire de manches ici. Je m'attendais pas d'ailleurs à un parcours si exigeant. La part de l'altitude, la part de la technicité. C'est clair qu'il y a une quinzaine de kilomètres de moins que la Diag, mais le temps à passer sur les sentiers sera tout aussi long, je pense. Je voulais m'assurer en effet, après un UTMB compliqué et une Diag malgré tout sur les 8 dernières heures compliquées biomécaniquement, physiquement, que j'étais capable de finir un ultra dans de bonnes conditions. C'est difficile à dire bonnes conditions, mais en tout cas pas ravagées. Donc là, la Hard Rock, j'envisageais le ticket que si cette Diag se terminait bien et que j'avais aussi des réponses à mes questions sur qu'est-ce que je pouvais aussi optimiser pour avoir des moyens de m'améliorer sur ma biomécanique au bout de 140-150 km, parce que c'est à ce moment-là, moi, qu'il y a des choses qui se passent. Je me sens plutôt au départ d'une grande aventure, d'une grande balade où il va falloir avoir la tête froide et puis gérer pas mal d'éléments que au départ d'une course. Véritablement. On a aussi l'Allemande Katharina Hartmuth qui a terminé 3e l'an passé, qui avait vécu un bon première partie de début de course, mais le deuxième a été catastrophique. Et enfin, pour les concurrentes, on retrouve aussi la Canadienne Stephanie Case qui a remporté le 100 km du Snowdonia by UTMB en mai. Stephanie Case, sa photo avait fait le tour des réseaux sociaux puisque à un ravitaillement, elle était en train d'allaiter son enfant de 6 mois pendant qu'elle était en train de manger un morceau de pastèque. Elle avait terminé première alors qu'elle était partie dans la dernière vague. Et Stephanie Case avait terminé 2e de la Hard Rock 2022. Voilà pour les femmes. Du côté des hommes, chez les favoris, on retrouve évidemment Ludovic Pommeret, le vainqueur avec le record l'année dernière. Cette fois-ci, il va s'élancer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans le sens inverse à celui de l'année dernière. Alors, il y a plein d'endroits où il faut faire attention, parce qu'il y a plein d'endroits où il y a possibilité de se la coller, ça c'est sûr. Et puis il y a des endroits, si on se la colle, c'est pas bien bon. Mais non, à gérer, en fait, c'est gérer aussi l'altitude. En fait, c'est un paramètre important de la course. Donc gérer un petit peu son effort quand on va aller plus haut, pour pouvoir garder un petit peu des watts quand on va être plus bas. Dans ce sens-là, ça va être compliqué de courir quand même. Ça tape un petit peu et même avec l'acclimatation, on ressent quand même un petit peu les effets de l'altitude, mais ça s'atténue un petit peu, mais c'est pas complètement en fait effacé quoi. Chez les favoris, on a aussi Mathieu Blanchard qui en 2025 a remporté la Yukon Arctic Race et qui a aussi terminé 2e du Snowdonia by UTMB, le format 100 km, et il a aussi évidemment gagné la Diagonale des Fous en 2024. Alors la Hard Rock, c'est une des courses vraiment légendaires du monde de l'ultra.
Et pour la petite anecdote, c'est une des toutes premières courses que j'ai voulu faire. J'ai même connu la hard rock avant les grandes courses européennes parce que j'ai découvert le trail à Montréal, en Amérique du Nord. Et les premières courses que j'avais spotées, c'était celles qui étaient sur le continent nord-américain. Donc j'avais spoté le Vermont 100, la Western States, 2 courses que j'ai déjà courues. Le Vermont 100, c'était mon tout premier 100 miles en 2017. Et il en restait une, la Hard Rock. Ouais, la Hard Rock, c'est clairement une course qui va plus loin que le simple dossard. C'est une course compliquée, c'est très éloigné, il n'y a pas de réseau nulle part, il y a des parties ultra techniques, il y a des parties dans la neige, dans les névés, l'altitude, il peut faire très chaud dans les vallées aussi. Donc clairement, on part sur une grosse aventure, j'aime ça, il y a beaucoup d'inconnus. Et voilà, j'aime l'inconnu parce que je sais que je vais avoir besoin de m'adapter et d'improviser un petit peu. Et c'est des perspectives dans lesquelles j'aime bien me retrouver. Donc cette course me correspond vraiment bien. On pensera aussi à l'Américain Zach Miller qui l'année dernière n'avait pas pu prendre le départ de la course puisque le médecin de la course lui avait interdit d'y participer puisqu'il venait de se faire opérer d'une appendicite. C'était la 2e fois l'année dernière qu'il ne pouvait pas prendre le départ de la course alors qu'il avait un ticket pour son entrée. C'est une course particulière. Les montagnes San Juan sont vraiment impressionnantes et uniques. Le parcours m'attire et c'est réputé. Beaucoup de bons coureurs sont venus ici. Donc c'est bien de se tester sur ce parcours que d'autres bons coureurs ont parcouru. Et puis mon défunt ami Bill Duper, c'était une course qu'il a toujours voulu me voir courir. Malheureusement, il est décédé avant que je puisse faire la course. Mais c'est aussi un hommage pour lui, pour finir les San Juan en son honneur. Germain Granger qui avait eu une année 2024 compliquée avec un DNF sur l'UTMB et sur la Diagonale des Fous. En 2025, il est revenu avec notamment une victoire sur le 73 km du Chianti. Je pense qu'ici, et encore plus qu'ailleurs, le premier ennemi, c'est vraiment soi-même avec l'altitude. Parce qu'on peut très vite faire des erreurs. Et j'ai l'impression que ces erreurs se payent beaucoup plus vite, d'une intensité beaucoup plus grande. Donc voilà, une petite erreur peut vraiment faire vaciller beaucoup plus que en tout cas sur un UTMB ou sur une course à altitude un peu plus modérée. Donc je dirais mon plus grand ennemi c'est moi-même, c'est sûr. Ouais. Voilà, c'est tout pour les favoris. Nous on se donne rendez-vous dans quelques heures. Ça y est, on est vendredi 11 juillet, 6h du matin. Les coureurs se sont élancés pour 160 km à peu près et 10 000 mètres de dénivelé positif. À savoir que même 5 minutes avant le départ, donc vers 5h55, il n'y avait pas vraiment de ligne de départ de définie. En fait, les coureurs se mettent là où ils vont arriver. Et après, donc on met les élites devant, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et pas vraiment de ligne de départ, juste après on demande à tous les médias de se mettre sur le côté, mais ça se passe vraiment dans les 5 dernières minutes. Et puis le décompte jusqu'à 10, pas de besoin de frontal pour les coureurs pour le départ. Et puis les spectateurs tout au long des petites rubalises qui avaient été mises pour signifier le chemin où les coureurs vont devoir partir au début. 6h le départ, à savoir qu'une heure avant, il faisait à peine 2 degrés à Silverton, qui est situé à 2800 mètres d'altitude. En fait, avant le départ, là où les coureurs se réchauffent dans le gymnase, la direction de la course a indiqué que les conditions de l'air n'étaient pas terribles, puisqu'il y avait eu des feux soit dans l'est de l'Utah, donc proche frontière Colorado, ou même dans le nord, un peu plus au nord, dans le Colorado. Et en fait, avec les vents, ça ramenait les fumées vers là où il y avait la course. Donc les organisateurs ont autorisé les coureurs à ne pas prendre le départ s'ils le souhaitaient et à reporter leur participation à 2026. Mais on avait 146 coureurs au départ. C'est parti pour la Hard Rock 100. Que la Hard Rock, en fait, c'est pas une course que tu peux remettre l'année suivante comme ça, quoi. Tu vois, c'est pas l'UTMB où tu peux dire le UTMB, peut-être que je la ferai dans 2 ans ou 3 ans. On est au mile 9 à Cunningham Gulch, donc même un petit peu au-dessus en fait. Donc le ravito est situé à 3000 mètres d'altitude. Pour y aller, on sort de Silverton, on quitte la route pavée et on rentre un petit peu dans du
une espèce de petit gravel, mais ça va encore. Et après, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus caillouteux. L'arrivée des premiers coureurs entre 7h45 et 8h, et donc ils descendent. On les voit, on voit des petits points au loin descendre en zigzag. Ensuite, ravitaillement et ensuite ils remontent. On avait dans l'ordre Mathieu Blanchard, Zach Miller, Ludo Pommeret et Germain Grangier. Puis chez les femmes, Katy Scheid menée. On avait ensuite Manon Board et Katharina Hartmut. Les deux dernières assez vraiment très très proches. On a croisé Ludo Pommeret en lui demandant des nouvelles. Il disait que au niveau de la respiration, c'était pas top, qu'il avait quand même pas mal senti les fumées. C'est vrai que on est monté au-dessus du ravito et à peut-être 3200 ou 3300 mètres d'altitude, au loin, là où le soleil était vraiment levé, on voyait quand même un petit nuage de fumée. Donc voilà, à voir ce que ça va faire pour les prochaines heures. Allez, tu t'accroches. L'effort d'Ultra Trail crée des problématiques au niveau gastrique parce que le sang est utilisé pour faire fonctionner les jambes et l'altitude rajoute une couche de problématiques au niveau du système digestif. Donc j'ai pris en compte cela et effectivement j'ai mis en place une stratégie nutritionnelle pour la course. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est assez précis, mais en gros je réduis un petit peu, j'ai décidé de réduire un petit peu ma charge de glucides horaire. Et aussi, j'ai par exemple décidé aussi de pas forcément consommer de nourriture lorsque je serai au point les plus hauts des courses, c'est-à-dire au-dessus de 4000 mètres. Là, on se retrouve à Animas Forks, donc c'est pas le ravitaillement suivant là où les crews peuvent aller parce que la route est quand même vraiment assez compliquée. Donc on a été à Animas Forks, miles 42-44. Là, on est situé à presque 3400 mètres d'altitude, grand soleil. On voit vraiment le tourisme motorisé parce que c'est vrai que c'est des pistes. On voit les vestiges d'une activité minière. Il y a des petits chalets. On voit le matériel qui servait pour l'activité minière qui est encore présent. Donc on a des grosses pistes, des genres de petits buggy en fait pour le tourisme. Mais en dehors de la course, il n'y a pas vraiment de coureurs ou de randonneurs. Presque 3400 mètres d'altitude et il fait quand même 28 degrés, donc assez monumental. Et là, la route pour y aller, même un SUV classique, c'est un petit peu compliqué. Enfin, ça peut rafler le dessous de la voiture, donc vaut mieux avoir quand même des roues assez hautes. On a eu Ludo Pommeret qui est passé, donc qui récupérait son pacer Dim Walmsley. Donc Dim qui est en train de revenir de blessure, mais là qu'elle est pacer Ludo jusqu'à Telluride. Ensuite, on avait Mathieu Blanchard, Germain Grangier, Zach Miller qui se tenait presque dans un mouchoir de poche en fait, vraiment peut-être dans la minute ou la minute 30, ils sont tous arrivés au ravitaillement. En fait, nous, pendant qu'on était en train de repartir, parce que après, faut aller vite quand même jusqu'à Ouré, on a croisé Katy Scheid qui arrivait, donc Katy qui avait pris le lead, qui est pas prête, je pense, de laisser ça passer. Donc là, on était parti du premier ravitaillement tout à l'heure, on est repassé à Silverton pour récupérer du réseau parce que sinon c'est vraiment zone blanche. Et en fait, en retournant vers Silverton, on a croisé 2 ambulances. Il y avait un hélicoptère qui volait et peut-être 1 heure après, on a eu le communiqué de la course qui a annoncé le décès d'une coureuse de 60 ans, vraiment dans les premiers miles de la course, mais on n'en sait pas plus sur les circonstances de ce décès. Suivez la Western States en Californie et la Hard Rock 100 au Colorado grâce aux envoyés spéciaux de Distance Plus aux États-Unis, en partenariat avec NAC. Bravo mon Ludo, tu voles. On se retrouve au mile 56,6 de la Hard Rock à Ouré, où Ludovic Pommeret avait 23 minutes d'avance sur Mathieu Blanchard, Mathieu qui avait lui-même 9 minutes d'avance sur Germain Grangier et Germain qui avait lui-même 4 minutes d'avance sur Zach Miller. Donc à l'avant de la course, on a toujours le même top 4, à savoir que Ludo Pommeret était sous le temps record pour l'instant. Il y avait quelques minutes, donc à savoir s'il va pouvoir continuer ça. Il était pacé par Dim Walmsley, il va retrouver bientôt Vincent Bouillard. Et surtout à savoir si Ludovic Pommeret pourrait effectuer le doublé. Donc 2 années consécutives sur la Hard Rock et surtout aussi dans le même sens.
Ça y est, on est au kilomètre 72 de la Hard Rock à Telluride. Ludovic Pommeret vient de passer. Maintenant, on va attendre ses poursuivants. Il est parti avec Vincent Bouillard. Jim Walmsley a cédé sa place de pacer. À voir comment la nuit va se passer, mais en tout cas, il a l'air super bien. Nous, le dernier point de ravitaillement, ça va être Telluride. On va attendre dans les heures qui viennent les concurrents. Assez rapidement, le paysage change complètement. On est passé entre Silverton et Ouray, où on est vraiment dans les montagnes. La route sillonne, on descend, on monte, on est un peu bord du précipice, à des grandes plaines avec la montagne environnante. On va vers Telluride et ensuite, quand on s'enfonce vers Telluride, on retrouve un peu de la roche rose. Ça commence à ressembler un petit peu à la roche rose qu'on voit quand on est à Moab, mais bon, Moab c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Pareil, tout ce qu'on voit avec l'Utah, l'Arizona, tout ça, les images qu'on peut avoir en tête, c'est de la roche rose, mais quand même avec de la végétation. À savoir que Telluride, c'est un peu un cul-de-sac en fait. Donc quand on arrive, de toute façon le ravitaillement est dans un parc et en fait on traverse Telluride et c'est le bout. En gros, la route. On arrive au bout et après donc on a la montagne en fond de ville avec la cascade assez reconnaissable de la ville. Là, on est sur un très beau coucher de soleil. Ludo, c'est le premier et dernier coureur qui est passé de jour puisque tous les suivants et qui commençaient à avoir vraiment à encaisser un petit peu de retard sur Ludo sont arrivés de nuit, sont repartis de nuit. Là, ils vont peut-être manger un petit peu de bouillon, ils vont prendre un peu plus de temps pour se changer. On passe du t-shirt au t-shirt à manches longues. On prend un petit peu soin de soi avant de partir vraiment dans la nuit. Donc on a attendu Manon Board qui est arrivée vers 23h30 minuit à peu près. Puis après 2 heures de route pour rentrer. Et à savoir que pour rentrer, alors autant peut-être en Europe ou en France, ce sont les chauves-souris qui sortent de nuit. Autant ici ou en tout cas dans le Colorado, ce sont les biches et les cerfs qui se mettent sur le bord de la route de nuit. Donc faut parfois faire un petit peu gaffe. Ludo Pommeret qui nous fait une Ludo Pommeret peut-être qui est arrivé sur les coups de 4h15 du matin à peu près avec 1h23 d'avance sur Mathieu Blanchard, assez phénoménal. Après la course, Ludo quand même était très marqué. 22h21, longtemps sous le record. Et puis après ça, il a un petit peu lâché du rythme. Enfin, il a fait avec comme il pouvait, voilà. Mais on est repassé au-dessus du record. Cette année, j'étais plutôt bien en fait. Jusqu'à 30 bornes de l'arrivée, sans avoir accéléré. Ça a été plus compliqué. Katie Schei de Stratosphérique, dans ce sens-là, elle bat le record de Courtney Dauwalter qui était de 26h14 et le record tout confondu féminin c'était 26h11. Donc dans un sens qui est considéré plus dur puisque les pistes là se montaient et ne se descendaient pas, elle est passée sous les 26 heures, assez phénoménal. Manon Board deuxième, toujours avec la même bonne humeur. Les dernières heures se sont passées un peu avec le peu d'eau que j'arrivais à prendre était le bienvenu, mais j'arrivais plus du tout à m'alimenter et en fait ça pardonne pas quand tu peux plus amener de carburant dans la machine. Et Katharina Hartmut, l'allemande, 3e comme l'an passé. Et donc pour le podium masculin, Mathieu Blanchard en 2. T'aurais dû me dire que c'était dur comme ça, salaud. T'as oublié de me dire. Mathieu Blanchard à Ludovic Pommeret. Dans ce sens-là, il est encore pire. Bon, ça fait longtemps que t'es arrivé 1h40. Vraiment, dans cette dernière partie, au-dessus de 3005, j'avais l'impression de ne plus pouvoir amener d'oxygène à mes muscles. 2000 mètres, 3000 mètres comme on peut avoir dans les Alpes ou dans notre course, c'est pas 4000. 4000, on est vraiment dans un autre monde. Ça se prépare différemment en acclimatation. C'est de l'essai-erreur. Germain Granger en 3. Everyone for the first time, Germain Granger. Ça y est, on est au lendemain de la Hard Rock. On est dans le parc communal de Silverton. C'est là où c'est un peu la remise des diplômes pour les Hard Rockers. Donc on a 114 coureurs qui ont terminé.
D'autres soit ont DNF ou en fait se sont fait arrêter par rapport au cut-off. En fait, les coureurs ont 48 heures pour finir la course. Donc ils sont partis vendredi à 6h du matin. Ils ont jusqu'à maximum dimanche 6h du matin pour arriver, pour embrasser le rocher. La cérémonie, ça commence à peu près sur les coups de 10h. Avant cela, il y a un grand petit déjeuner qui est proposé. Ensuite, on part du dernier coureur jusqu'au premier pour leur remettre leur petit diplôme. Donc on est sur un podium 100% français. Ça réussit, la course réussit plutôt bien aux Français quand même. Donc c'est vraiment la bonne humeur qui règne, le soleil. Tout le monde a à peu près ses petites chaises de camping. On s'assoit dans le parc et puis on écoute et on applaudit les coureurs qui ont terminé. On avait 8 Français au départ de la course. Les 8 sont finisseurs. C'était un docu-reportage réalisé par Alexandre Ferreira grâce aux envoyés spéciaux de Distance Plus au Colorado, Chloé Robodeau et Julian Claros. Merci à notre partenaire NAC en passant d'avoir soutenu la couverture journalistique de Distance Plus aux États-Unis. Et je vous redonne le code promo pour bénéficier de 20% de rabais jusqu'au 31 juillet, LBAD+. J'aimerais que l'on reste quelques instants dans l'ambiance de la hard rock avec le témoignage de l'ultra-traileuse Maria Semerjian qui était au départ et à l'arrivée à Silverstone. Maria a souvent porté l'étiquette d'ultra-traileuse élite, avec plus d'une 60aine d'ultras à son actif, dont 6 victoires, notamment au Grand Raid des Pyrénées, aux 100 miles du sud de la France ou encore à la Restonica, et une 20aine de top 3 en carrière. Elle a notamment terminé 3e du Tour des Géants, 3e du 100 miles de la Swiss Alps, 6e de la Diagonale des Fous ou encore 8e de l'UTMB. L'histoire de Maria avec la hard rock est forte, presque émouvante. Elle en parle d'ailleurs avec émotion. Je vous laisse écouter son périple. Mon histoire avec la hard rock, c'est une histoire de patience et de persévérance. En fait, ça fait depuis 2015 que je cherche à faire cette course. J'ai commencé à courir en 2008-2009. J'avais commencé à faire quelques ultras un petit peu à droite à gauche au Japon. Et déjà, j'étais à l'époque intéressée par les découvrir, les grands espaces, et mêler compétition et voyage. Et donc en 2014, j'ai mis mon nom dans le tirage au sort de la Western et de la Hard Rock. Et une chance extraordinaire, j'ai été tirée du premier coup sur la Western. Et malheureusement, par contre, j'ai pas bien préparé la course, j'ai pas envisagé le côté spécificité à la chaleur. Donc j'ai fait un DNF sur cette course-là. Et donc depuis juin 2015, je me mords les doigts chaque jour par rapport au fait que j'avais pas réussi. Et puis finalement, c'est tellement dur d'y revenir que c'est très 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 frustrant. Donc cette année, il n'était pas question d'abandonner. Alors en fait, cette année, donc le tirage au sort se passe. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je suis pas tirée au sort. Et je me dis, non, mais c'est pas possible, ça fait 10 ans, j'ai un nombre très important de points et ça passe pas. Donc le soir même du tirage au sort, je vais me coucher, je suis un peu énervée, dégoûtée. Et puis bon, voilà, et je me dis, il faut se reconcentrer, repartir sur d'autres objectifs. Et puis en fait, le lendemain matin, je vais rouvrir l'ordinateur et là, quand même, je m'aperçois que je suis première sur liste d'attente. Et là, je retrouve le smile, je retrouve le sourire et je me dis, ça semble quand même bon. Alors, c'était pas sûr, à 100%. Donc, j'ai contacté Dale, je lui ai envoyé des messages. Est-ce que tu crois que ça va passer? Et lui, il m'assurait que première sur liste d'attente, normalement, il y avait aucun souci, ça allait passer. Mais par contre, il a fallu quand même que j'attende le mois de mars, début mars, pour recevoir un message. J'attendais ce message de Dale comme un messie, parce que dans ma boîte mail tous les jours je regardais, j'espérais, et puis ce jour-là, c'était un dimanche après-midi. Voilà, chère Maria, vous êtes invitée à la Hard Rock cet été, est-ce que vous êtes toujours dispo? Évidemment, j'ai répondu quasi instantanément, et à partir de là, il a fallu commencer à préparer le voyage et à préparer aussi l'entraînement.
Donc avec ma coach, on a prévu un entraînement pour un ultra classique. Sauf que c'est pas classique du tout parce qu'il y a le paramètre de l'altitude. Donc moi, je suis partie 3 longs week-ends. J'ai eu la chance d'aller à Font-Romeu, donc c'est pas très loin de chez moi. Donc sur 3 week-ends, je me suis bien acclimatée à monter à 3000. Donc 3000, c'est évidemment pas assez pour la course, mais déjà c'était un bon palier. Donc ça, j'étais contente de ça. Ensuite, je suis arrivée fin juin, le 29 juin. J'ai fait quelques petites randos à 4000, 4002. Ensuite, ma pacer est arrivée le 4 juillet. Là aussi, on a reconnu un petit peu des parcours de la course. J'ai pas du tout eu le temps de faire une soft rock, évidemment. Mais on n'est pas monté en 10 pics, on est monté à Grand Swan Pass. Donc, mais voilà, c'est 4000, 4002. T'as mal à la tête, tu pleures, mais il faut faire le job avant la course. Ça, j'étais contente. Avant la course, j'avais l'impression que tout allait bien, c'était à peu près ouvert. Moi, j'étais fatiguée, les petits footings à 2005-2006, c'était quand même... c'était quand même compliqué, mais le jeudi, on va chercher les dossards. Et puis, il y a le briefing, alors la remise des dossards, on est 146 coureurs, donc c'est génial. On est dans un gymnase, tu vois les meilleurs trailers mondiaux, tout le monde est accessible, tout le monde discute, tout le monde rigole. Alors moi, je me mets un petit peu la pression quand même parce que j'ai un très mauvais souvenir de la dernière fois où je suis allée courir aux États-Unis et il n'était pas question que je revive la même frustration. Donc pour moi, là, j'ai une bouffée un peu de stress, d'angoisse, Ouais, c'était bizarre, j'avais les larmes aux yeux. Donc c'était une petite façon de me motiver supplémentaire. Le lendemain matin, départ à Silverton, 6h, tout le monde est à 6h-5, tout le monde est encore dans le gymnase parce que il fait froid, il fait 1 degré, c'est vraiment frais, mais tout le monde au dernier moment, on sort sur la ligne de départ au dernier moment, donc ça c'est génial. Je suis à côté de Cathy, je suis à côté de Manon, un petit sourire, un petit mot d'encouragement, et puis c'est parti. Alors, moi, le début de la course, c'est pas génial. Je passe les 5-6 premières heures assez oppressée. J'ai l'impression que, comme si je faisais une baisse de tension, j'ai l'impression que je vais faire un malaise. Je suis pas bien. Bon, je me dis, est-ce que c'est le stress? Mais c'est pas grave, je continue à tracer ma route. De toute façon, il n'est pas du tout question que j'arrête, et surtout que j'arrête là. Donc voilà, première phase un peu dans le brouillard. Et puis ça passe. Ce brouillard s'estompe, et donc je suis bien. Et donc là, c'est la partie un peu roulante de la course avec Maggie, avec Paul Krieg. C'est des sentiers qui sont assez roulants. Et donc ça se passe bien. J'avance, mais j'avance pas très vite. Déjà d'entrée de jeu, j'avais pris 2 demi-heures sur le premier tronçon sur mon premier prévisionnel. Donc je me suis dit bon, allez, c'est pas grave. T'essaies de rester un petit peu dans les temps, mais je savais que je perdais un petit peu de temps à chaque portion. Mais je m'inquiète pas. Je mange, je me régale, j'en prends plein les yeux. Je finis la première journée au sommet d'Andy's Peak. Ça, c'est magnifique. C'est une de mes plus belles images peut-être de la course avec ce coucher de soleil sur Andy's Peak. Bon, j'avais prévu d'y passer plus tôt. Tant pis, j'y passe au coucher de soleil. Je bascule de l'autre côté. Je rallume ma frontale avant Animas Forks. C'est pas grave. Je suis encore bien. Animas Forks, il fait très froid. Donc moi j'ai pas de crew, j'ai pas de pacer à ce niveau-là parce qu'on a décidé que c'était trop compliqué d'aller là-bas quand t'as pas de véhicule 4x4 un peu costaud, c'est compliqué, il y a un monde de fou. Bon, moi j'ai mon drop bag, j'ai les super volontaires qui sont adorables, qui te sautent dessus d'entrée de jeu quand t'arrives. Qu'est-ce que tu veux? Ton drop bag, tu veux tes flasques, qu'est-ce que tu veux dans tes flasques, qu'est-ce que tu veux manger? Donc je fais ma petite histoire, je m'habille parce que là j'ai le froid qui me tombe dessus. Et puis je repars. Alors là c'est une des portions qui est un peu désagréable de la course. Manon
m'avait prévenu qu'il y avait quand même de la piste et en faux plat montant dans ce sens. Donc moi j'ai pas la force de courir sur la piste, donc forcément c'est long. C'est un peu moche, on est dans les 4x4, dans la poussière. Bon, voilà, ça passe, hein. Je serre les dents et puis je passe Engineer Pass et puis je descends sur Ouré. Donc là, je sais que je vais avoir mon crew, mon compagnon et puis ma copine Lucille qui m'attend pour me pacer. J'espère qu'ils sont là, j'espère qu'ils ont suivi le live parce que je suis en retard, mais effectivement, ils m'attendent, c'est chouette. On discute vite fait et puis on repart toutes les deux. Bah, c'est bien, heureusement qu'elle est là. C'est toujours agréable ce côté de partage dans les courses. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y a l'échappée Bayle où j'avais déjà fait ça avec une autre amie. Et le pacing, c'est quand même un joli partage. Là, la montée jusqu'à le dernier parti un peu compliqué de Kruger. Cantine, là, c'est pareil, c'est sur de la piste. J'essaie de trottiner, j'ai froid, je commence à avoir des nausées. C'est pas la meilleure partie non plus de la course. Par contre, la montée à Kruger dans la neige, là, c'est magnifique, c'est au lever du jour. Il y a les marches sont gelées, donc on monte facilement. Je me dis, dans l'autre sens, comment tu fais pour passer par là dans l'autre sens? Mais bon, cette année-là, c'est en montée. Et puis t'arrives à Kruger Cantine, 4000, t'as une cheminée, t'as un ravito improbable avec 3 gentils bénévoles qui te servent un pierogi chaud, un petit peu de coca, et puis on bascule de l'autre côté. Voilà, en descente, je suis pas trop mal parce que ça demande évidemment moins d'énergie, donc j'ai encore de la force, j'ai pas trop mal aux jambes, j'ai pas trop mal aux pieds, donc ça va bien. On déroule à petit rythme, hein, mais on déroule jusqu'à Telluride. Donc là c'est chouette, on arrive dans une belle station de ski. Donc là on est à nouveau en plein soleil et la montée qui suit derrière jusqu'à Oscar Pass va être très très longue. Alors là, j'avais pas repéré Oscar Pass, mais Manon Board m'en avait un petit peu parlé. Et effectivement, c'est encore magnifique, mais par contre, il faut aller le chercher. C'est un col en étage, une partie première roulante, une partie très raide, et puis après, t'as l'impression que d'arriver, et puis non, t'es toujours pas arrivé. Tu passes un peu dans la neige, et puis après, t'arrives au col, et puis après, derrière, une descente dans des blocs de cailloux, dans une salade de cailloux bien piquante. Bon, moi, j'aime ça. En Ariège, on a un peu les mêmes, donc voilà, je suis bien, honnêtement, je suis pas mal du tout en descente, donc ça me fait plaisir. Par contre, cette deuxième journée, bon, j'essaie d'en profiter au maximum, j'essaie de me gaver des paysages, les cols sont magnifiques. Mais par contre, au niveau performance, je ralentis fortement. En fait, j'ai plus d'énergie en montée. J'arrive très peu à m'alimenter. J'ai l'impression d'être en hypoglycémie tout le temps. Donc quand ça descend, ça va pas trop mal. Je limite la casse, mais dès que ça monte, c'est très très lent. Alors tant pis. Bon, ils me suivent. Je sais que mon crew et mon pacer me suivent. Donc bon, ils s'inquiètent pas trop. On a compris que ça allait pas être une performance fantastique, mais que ça allait aller au bout. Donc je retrouve ma pacer Lucille à Katie. Donc elle a pu rejoindre la dernière portion. Et là, la dernière portion, tu te dis, bon allez, c'est bon, il reste 10 miles, ça va le faire. Eh ben non, c'est long, c'est très très long. Mais je crois que je suis pas la seule à avoir passé beaucoup de temps. Donc la première partie, c'est une première partie qui remonte. Donc là, c'est magnifique, c'est encore le coucher de soleil. Donc on fait des photos, enfin Lucille fait des photos, des films. Moi, j'essaie de m'accrocher, de pas trop râler. Pareil, on remonte encore à 3008 une dernière fois. Il fait pas chaud du tout encore. Je me suis rhabillée et puis on a sorti les frontales. Voilà. Et puis après, la fin très 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 longue. Alors que je suis sûre que 2 jours et en étant frais, c'est une partie qui roule. Mais je crois que Katie a mis très peu de temps. Mais alors, moi, j'ai mis plusieurs heures. Voilà, heureusement il y a Lucille, elle me met de la musique, elle chante, elle me pousse, voilà, moi j'essaie de pas trop râler, mais je suis en hypoglycémie, j'avance pas, tu regardes ta montre et les kilomètres ne défilent pas, c'est assez dur. Bon, par contre on arrive par, il y a une sorte de gros Christ au-dessus de Silverstone, donc on comprend qu'on arrive par là.
Et là, tu t'es dit, allez, c'est bon, tu vas le voir, le caillou. Et donc, voilà, on descend, ça finit en petite descente tranquille, et puis ça arrive direct sur le caillou. Heureusement, t'as pas des kilomètres à faire à plat, donc ça c'est chouette. Et ce moment-là, il y a mon compagnon, il y a Dale. On en profite, j'embrasse goulûment ce caillou, enfin. Et puis je souris, je suis déçue évidemment du résultat, mais je veux pas faire la tête, je veux juste profiter du moment. Donc ça c'est génial, et voilà, on est tous les trois, un petit comité, mais ça fait du bien. Et puis voilà, on va rentrer dans notre petit appartement, se doucher et récupérer un petit peu. Et puis le matin, encore un grand dépaysement, on va dire, par rapport à chez nous, à la remise des prix. C'est un breakfast de cérémonie, donc c'est génial. Et puis tous les finishers, du plus lent au plus rapide, sont célébrés quasiment de la même manière. Donc non, pas tout à fait, parce que évidemment, Katie et Ludo, les fusées devant, ont droit à une petite interview et un prix supplémentaire, mais en plus de leur diplôme. Mais l'un après l'autre, du dernier au premier, tout le monde est applaudi, tout le monde est appelé et reçoit un diplôme et les applaudissements du public qui partage un breakfast à l'américaine. Et ça fait aussi partie de la petite famille. Donc voilà, je crois qu'on est à peu près 1200 hard rockers au monde en 30 éditions. Et ça, tu te dis, mais voilà, la fierté, elle est pas du tout dans la performance. La fierté, elle est aussi de faire partie de ce côté très exclusif. Et ça, c'est assez kiffant. Après, on m'a déjà demandé qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, et quand je suis arrivée, j'ai dit non, c'est bon, là, on l'a fait une fois, c'est bien, j'ai fini, tout ça. Et 2 jours après, je vais remettre mon nom dans la loterie. Je sais pas, je vais changer de catégorie, parce que je serai female finisher déjà, mais je sais pas trop à combien je repars de points, tout ça, mais je crois que je vais retenter. Parce que, oui, c'est tellement différent de chez nous. Donc ça vaut le coup d'être là. Maria Semerjian a terminé 9e de cette Hard Rock 2025. Elle a embrassé le rocher après 41 heures et 33 minutes de course. Félicitations Maria, au nom de toute l'équipe de Distance Plus. On passe au Ni oui ni non. Le Ni oui ni non, en partenariat avec NAC. C'est l'interview décalée de la bande AD+, dans laquelle il ne faut répondre ni par oui, ni par non. Quelques heures avant sa Hard Rock, Manon Board, qui est une athlète NAC, avait accepté de jouer le jeu en toute décontraction au micro de Chloé Robodeau. Manon, est-ce que tu fais du trail de haut niveau pour être championne ? Bonjour Chloé. Je ne me prétends pas être une championne. Après, le trail est arrivé un petit peu sur le tard. J'ai toujours eu un esprit de compétition. Donc forcément, en mettant des dossards, même, on va dire, entre guillemets, tardivement, parce que 26 ans, 27 ans, c'est tard, et en même temps, on me voit comme jeune, mais je vieillis aussi. Il est vrai que j'ai envie de me challenger quand même avec les autres, et surtout en voyant que j'ai un potentiel physique et mental dans l'ultra, notamment, qui me fait de l'œil depuis quelques années. Est-ce que tu en as marre qu'on ramène tes performances d'athlète aux performances de ton père, Patrick Board ? C'est une question qu'on me pose souvent. Il n'y a pas du tout de dualité entre les performances de mon père et les miennes. Pas du tout de dualité entre nous, quand même une même ligne de départ. C'est très simple. On a surtout envie de s'élever l'un l'autre et, si possible, de partager quelques foulées ensemble. Ça, c'est le Graal pour moi. Après, il est vrai que les courses dont mon père a pu prendre les départs et qui me font vibrer, c'est aussi un peu les courses qui me font vibrer, puisque j'ai quand même ce profil de montagnard et il m'a bercé avec son éducation dans ses aventures. Donc souvent je suis quand même assez sur les mêmes profils que lui, mais on a des chemins différents.
et des fois ils se croisent, c'est ça qui est chouette. Est-ce que ta victoire à la Diagonale des Foot 2024 est ta plus grande émotion sportive? Je t'avoue que l'arrivée de la Diag était plutôt une des plus grandes souffrances sportives. Véritablement. Après, ma plus grande émotion sportive vraiment que j'ai vécue, c'est lors des mondiaux, à 2 reprises sur les mondiaux en Thaïlande, où j'étais très confiante et au final la course s'est pas forcément bien passée, mais je me suis dépassée pour l'équipe. J'ai fini, je me rappelle pas de l'arrivée. Et les mondiaux à Innsbruck qui m'ont plutôt réussi, encore une fois un profil montagnard et tout, un manque de confiance au départ et partager le podium avec Marion, Katharina qui est ici et le fight qu'on a eu à la fin, c'était grisant au possible. Est-ce que tu as une superstition avant une course? Je peux être assez superstitieuse. J'évite de faire des probabilités. Je suis très maths, donc j'évite un petit peu je débranche un peu le cerveau avant les courses. Sinon, je suis capable de me mettre dans un mood très positif, très négatif. Et on sait que mine de rien, le mood de départ, 1h30, 4h après, 10h après, c'est plus du tout le même. Donc la superstition, là actuellement, c'est juste que je suis tellement honorée et c'est un tel privilège d'être là que je vais essayer d'honorer vraiment le dossard jusqu'au bout et j'ai donné un petit nom aux 16 ascensions. Les 16 ascensions que contiennent la Hard Rock ont pris le nom de mes proches, donc ça va me porter tout le long de la course, j'en suis sûre. Toi qui es sportive, diététicienne, nutritionniste, est-ce que tu penses, comme on l'entend parfois, que de nombreuses athlètes souffrent de troubles alimentaires? J'imagine qu'il y a pas mal de facteurs qui peuvent nous faire penser ça. Il est vrai que dans le sport de haut niveau, on a quand même des facteurs de risque. On parle de facteurs de risque et puis des éléments qui peuvent majorer ces problématiques-là, notamment dans les sports d'endurance. Pas d'ultra-endurance, je pense pas. Mais esthétique, de poids, notamment chez les femmes. Après, c'est des choses qui se traitent mieux que pour les troubles du comportement alimentaire chez des personnes lambda qui sont vraiment en lien avec des parts psychologiques, même psychogènes, post-traumatiques. Dans le sport, c'est vraiment des fois les éléments qui sont induits par le sport et rattachés au sport. Dans l'ultra, il y en a moins parce que au final, faut être quand même un corps sain dans un esprit sain pour pouvoir rallier une arrivée après avoir fait 160-170 km. Donc, je pense que il faudrait découper un petit peu les spécificités du trail, montagne, trail, ultra trail pour avoir des données fiables. Mais c'est certain qu'il y a pas mal de choses de gens qui souffrent de ces problématiques-là et moi j'ai envie en tout cas de pouvoir soit accompagner de façon professionnelle, soit soutenir ou donner des messages bienveillants et pertinents d'inspiration pour peut-être permettre à ces gens-là de sortir de ces troubles-là qui créent des dommages à court, moyen et long terme. C'est pas des maladies graves, mais ça peut clairement bousiller la vie de certaines personnes. Est-ce que tu as résolu tes difficultés à t'alimenter en course, et notamment grâce à l'entraînement qu'on appelle le gut training? Je suis en cours de résolution grâce à NAC, grâce à leur gustativité, puisque la difficulté de mon côté, c'est de penser à manger, de mettre une stratégie rigoureuse qui tient plus de 10 heures en place. Ces derniers temps, j'ai pu me faire aider par un maître nutritionniste, Samuel Marafi, qui m'a quand même aussi coordonnées sur les plus mal chaussés, mais on a besoin des fois de personnes qui ont les mêmes compétences que nous pour nous guider sur certains objectifs. C'est quand même beaucoup plus simple pour nous. Et il m'a permis aussi d'y voir un peu plus clair sur mes besoins au quotidien et à l'effort. Et là, je pense que dans tous les cas, cette course-là sera mieux gérée sur cette partie-là, puisque j'ai pu tester à l'entraînement rigoureusement, régulièrement. Et il y a aussi encore une fois, la place de ma disponibilité qui a fait aussi un bon ménage dans tout ça. Est-ce que tu préfères t'entraîner avec des garçons ou avec des filles? Ce qui fait que cette question arrive. J'adore m'entraîner avec du monde. J'aime aussi m'entraîner toute seule. Je suis quand même... j'ai besoin de moments un petit peu solitaires et pour moi, c'est un peu de l'introspection chez moi. Malgré tout, j'adore m'entraîner avec les copains de Besançon, même si c'est des fois difficile
d'aborder ça comme une séance pour moi, mais juste partager dans l'ordre de stage trail aussi. Ça, c'est très, très sympa. Et de pouvoir courir avec des amateurs ou des gens qui commencent, c'est hyper intéressant. Ça permet de relativiser aussi. Et puis, les amis d'Oka, l'équipe de France a permis aussi de faire des belles rencontres et de partager des beaux stages et des belles séances d'entraînement. J'aime le monde, j'aime l'humain, j'aime aussi les moments seuls, mais j'aime le sport quand il est partagé. Est-ce que tu es sensible à la pression ? Impossible de dire le contraire. Ici, c'est quand même particulier. On est un petit peu chill. On se fait pas forcément reconnaître dans la rue facilement. Il y a moins de monde. Il y a moins d'inertie. Certainement, l'UTMB ne me va pas pour cet aspect-là. J'y travaille. L'expérience fera le reste, je pense. Et la pression, je préfère aussi la boire après. Est-ce que tu as rêvé de la hard rock ? J'en ai rêvé des sections, des parties partagées avec mon père, des ravitaillements, jamais juste des faits opérationnels. J'ai pas rêvé de résultats de chrono et je ne veux pas me mettre ça dans la tête pour appréhender la course de la meilleure des façons pour moi, c'est-à-dire encore une fois sans pression, sans forcément chrono véritable en tête et une satisfaction, j'espère à l'arrivée partagée et pleine. La course pleine, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Est-ce que tu penses que tu gagneras un jour l'UTMB ? J'y ai jamais pensé. J'espère avec mon expérience et mon plein potentiel pouvoir atteindre un top 10 voire un top 5, c'est vrai. Ça serait magnifique parce qu'en vue de la performance féminine qui fait comme ça, j'ose espérer qu'un jour je puisse prétendre à des places d'honneur. De là à la gagner, il me semble qu'il me manque encore des choses clés et j'ai pas cette prétention là. Par contre, rêver de gagner la Diag, c'était un rêve et j'ai pu réaliser ça et je pense que c'est le plus beau des cadeaux que je me suis fait dans l'ultra. Merci Manon. Un grand merci à l'athlète NAC Manon Bohard d'avoir joué le jeu du ni oui ni non. Un mot sur notre partenaire NAC pour vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle gaufre énergétique de la gamme Ultra Énergie. Après les gaufres à la vanille, au chocolat, au sirop d'érable, au caramel salé et aux fruits rouges, les gaufres au citron sont désormais disponibles sur le site web de NAC. J'ai eu la chance de les goûter et de les valider en début d'année au sein du NAC Lab à Montréal avant la phase de production. Et ce sont les gaufres au citron et les gaufres aux fruits rouges qui accompagnent la plupart de mes sorties longues cet été. C'est un régal et comme les autres, elles ont un petit goût de reviens-y comme on dit chez moi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais moi les gaufres NAC sont vraiment plus une collation que je mange avec plaisir que pour préserver mon niveau d'énergie. J'ai rien dit. Quelques infos concernant la gaufre au citron en particulier. D'abord, elle est sans gluten, elle est riche en protéines végétales, elle est sans huile de palme et sans OGM. C'est 140 calories par gaufre, 19 grammes de glucides, 410 mg de BCAA et 175 mg d'électrolytes. Pour commander les produits NAC, utilisez bien le code promo LBAD+. Jusqu'au 31 juillet 2025, vous avez 20% de réduction sur toutes vos commandes. Ensuite, ce sera de nouveau 15%. Le sondage des plus en partenariat avec Run Motion Coach. Au cours des dernières semaines, Distance Plus a couvert sur le terrain et sur les sentiers plusieurs grands rendez-vous de trail, à savoir la Transvulcania aux Canaries, la Maxi Race à Annecy, Broken Arrow et la Western States en Californie, le marathon du Mont Blanc à Chamonix, la Hard Rock 100 au Colorado ou encore les championnats de France de course en montagne puis de trail à Val d'Isère. Le reportage journalistique, c'est l'une des raisons d'être de Distance Plus, être là où les choses se passent pour être en mesure de rapporter les faits, raconter les courses et leurs acteurs, vous proposer un contenu factuel, rigoureux et impartial à l'écrit, en audio, en photo ou en vidéo. C'est notre façon de travailler. C'est ce qui, je l'espère, nous distingue. Au cours de ces dernières semaines, vous n'avez jamais été aussi nombreux à suivre Distance Plus, à vous informer sur Distance Plus. Les statistiques explosent et la communauté des plus est en forte croissance. Mais ça, ce sont des chiffres. Alors, on a eu envie de vous demander si vous appréciez le contenu journalistique que l'on propose, plus exactement si vous appréciez les reportages
et les suivis à 360 degrés de distance plus. Vous avez été nombreux à prendre le temps de répondre à ce sondage et le résultat est presque gênant tant il est écrasant de satisfaction. 98% des répondants ont dit apprécier le contenu proposé par Distance Plus sur le terrain. J'ai pris la peine d'interroger les 2% qui a priori n'appréciaient pas notre travail pour comprendre ce qui ne leur convenait pas. Près de l'intégralité d'entre eux ont avoué s'être trompés de bouton. Alors, tant mieux. Et surtout, merci. Distance Plus continuera donc de se rendre sur les grands événements de trail et d'ultra trail. Le sondage des plus, c'est une rubrique en partenariat avec l'application Run Motion Coach des frères Romain et Guillaume Adam que vous pouvez télécharger sur votre téléphone afin de structurer et personnaliser très facilement et en un rien de temps votre plan d'entraînement en fonction de vos contraintes et de votre objectif. À noter que vous pouvez vous préparer spécifiquement à l'UTMB ou à toutes les courses by UTMB grâce au partenariat entre Run Motion Coach et le circuit UTMB World Series. Il y a plusieurs formules d'abonnement pour essayer Run Motion Coach. L'abonnement vous coûtera 80 € à l'année avec la bande AD+, parce que vous avez une réduction en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans la description de l'émission. Suivez la Western States en Californie et la Hard Rock 100 au Colorado grâce aux envoyés spéciaux de Distance Plus aux États-Unis. En partenariat avec NAC. C'est la fin de la première partie de cette 72e émission de la bande AD+. Ne manquez surtout pas la suite, essentiellement réalisée à Val d'Isère du côté du High Trail vanoise. La bande AD+, est une émission de Distance Plus concoctée par les productions des Plus. Cet épisode a été réalisé par Alexandre Ferreira. Merci aux partenaires officiels de la 4e saison de la bande AD+, j'ai nommé NAC, Miles Republic, Run Motion Coach, Wise et Shox. Je vous redonne le code promo à retenir, LBAD+, le signe plus, pour bénéficier de 20% de réduction sur toutes vos commandes sur le site web de NAC d'ici le 31 juillet et pour avoir 10 € de rabais sur tous les casques à conduction osseuse Shox sur le site web de Shox. Merci aussi aux précieux collaborateurs du média journalistique Distance Plus, Baptiste Ballet, Franck Berthaud, Julian Claros, Clément Lenné et Chloé Rebaudot. Merci à tous de nous écouter et de nous suivre sur les réseaux sociaux de Distance Plus. D'ailleurs, si vous aimez la bande AD+, pensez à partager l'émission sur vos réseaux sociaux, à écrire un commentaire sympa ou à mettre 5 étoiles. Ça ne coûte pas grand-chose, mais pour nous, c'est un vrai plus. N'oubliez pas que l'intégralité du contenu journalistique de Distance Plus vous est offert 100% gratuitement. Allez, à plus dans la bande AD+.